écoutez, on peut parler de ce projet Mhm. euh, qui, et qui correspond d'ailleurs à un souci que vous aviez évoqué, euh, d'être concret, Oui, tout à de ne fait, pas faire que des raisonnements et des analyses théoriques, de se tout à projeter fait, dans le présent ou dans le futur proche, et de voir politiquement quelle tout à pouvait être fait. la traduction de nos interrogations, enfin de nos Mm. déductions en tout cas, puisque nous voulons scientifique dans nos raisonnements, sachant que en politique c'est terminé, on n'est plus scientifique, et en termes de disons, d'anthropomorphisme de la science, on adapte à l'être humain des, des conclusions que. Alors, surtout dans l'objectif qui est le nôtre, c'est-à-dire de partir d'une théorie scientifique pour Mhm. ensuite en déduire ou en faire une dérivée seconde en tant que doctrine politique. Les exemples ne sont pas si nombreux dans l'histoire qu'un mouvement politique ait été construit, se soit fondé, se soit assis sur une théorie scientifique ou sur un ensemble de considérations scientifiques. D'ailleurs, je dois vous avouer que euh, l'interrogation me saisit en même temps que je l'énonce. Je n'y avais pas pensé comme quoi des choses évidentes, Oui. évidentes puisqu'on tourne autour depuis des mois, voire des années pour ce qui me concerne, mais je ne l'avais jamais formulé en ces termes. Mhm. Alors, on a Marx, hein, qui... Oui, j'allais vous dire, Marx a quand même édifié tout un corpus scientifique serré, mais alors, bon. l'œuvre de Marx, en fait, elle a deux caractéristiques, à mon sens, enfin, il y en a d'autres, mais moi, j'y vois deux caractéristiques. C'est que, d'abord, elle est divisée en trois parties, les Mhm. écrits économiques, les écrits politiques et les écrits philosophiques. Mhm. Euh, et puis, c'est une œuvre qui a été en permanence réécrite. Euh, Oui, Marx n'a pas écrit un livre, puis ensuite il écrit un autre. Il a écrit un livre qu'il a mhm. Remanié sans cesse, oui. mis à jour en permanence. Bon, donc il y a la vision philosophique, il y a la vision économique ou économiciste, Mhm. dans laquelle on a ben, des équations. Hein, ouais, bon, et puis on a la traduction politique qui a donné le manifeste. Voilà. Mhm. Bon. Mais c'est pas suffisant. Enfin, c'était pas suffisant parce que, en fait, il y a pas eu de parti marxiste. Si on Oui. regarde l'histoire de Marx, avec Engels, ils ont fait une espèce d'OPA Mhm. sur la Ligue des travailleurs anglais. Euh, bon, voilà, mais ça s'est pas traduit. Alors il y a eu cette fameuse adresse aux travailleurs de Marx qui a constitué en fait la première internationale. Et puis c'est tout. Hein. Bon, il a fallu attendre, il a fallu attendre Lénine pour que Lénine écrive Mhm. une théorie politique à Mhm. partir, à partir des écrits de Marx. Mais on ne peut pas dire que ce soit une traduction mot à mot euh, des travaux de Marx en termes politiques, parce qu'il y a toute la spécificité de la situation en Russie qui est intervenue. Donc, euh, moi j'aurais tendance à dire que Marx est plutôt Mhm. inspirateur de la doctrine du dogme communiste. Mais je n'irai pas jusqu'à dire que le communisme, si on considère que le communisme c'est le léninisme, finalement, le communisme appliqué, tant que science théorique, et sciences fondamentales et sciences appliquées, je n'irai pas jusqu'à dire que c'est du marxisme. Hein. Bon, enfin, c'est un grand débat. Oui, alors, nous, la question que nous nous posons, c'est y a-t-il des théories économiques scientifiques Tout à ou même fait. carrément des théories scientifiques, pourquoi pas, qui ont donné corps, qui ont plus que inspiré, mais qui ont été traduites, voilà, qui ont été traduites en termes de programme politique.
Alors, moi, je dois dire quand même en préambule que pour moi, l'économie, c'est pas une science. Oui, c'est pour ça que j'ai dit science alors. On peut Voilà. oublier économie. Alors, il y a des scientifiques seraient très fâchés de m'entendre dire ça, mais pour moi, l'économie ne fait pas en tout cas partie. Euh, enfin, je ne suis pas la seule à dire ça de toute façon, mais voilà, il y a quand même beaucoup de. C'est à la rigueur des sciences humaines appliquées, on va dire, ou je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez? Vous êtes d'accord? Alors, ben, j'en pense que c'est une question que se pose d'ailleurs Röntgen. Il n'arrête pas de Oui, taper sur les économistes en disant les économistes ne savent pas ce que c'est que la physique. Voilà. Bon, oui, c'est vrai. Jean Covici dit la même chose Oui, à notre époque. oui. Euh, donc, moi j'aurais tendance à dire tout simplement qu'un un économiste qui ne fait que de l'économie sans introduire de modèle mathématique Oui, dans ses travaux, c'est un économiste, disons, sciences molles. Par contre, un économiste qui introduit des équations dans ses travaux, c'est un économiste sciences dures. Alors, mm, est-ce que l'économiste sciences dures euh, n'a pas, disons, l'apparence d'une science dure, le goût d'une science dure, hein, comme le Canada Dry, mais en fait, c'est pas de la science dure, parce que c'est de la fausse science dure. Voilà, bon, je pencherai un petit peu pour ça, c'est que euh, voilà, l'économie ne peut pas se mettre. Alors on en a d'ailleurs les démonstrations avec Solo, par exemple. exactement. Solo, lui, se veut économiste scientifique. Bon, Oui, il établit une absolument. théorie scientifique de la croissance. Il dit, écoutez, la croissance, moi je vais vous la mettre en équation, hein. Il y a une Tout fonction à K fait. mise en facteur de oméga plus n. Voilà. Voilà la croissance, c'est une équation. Vous avez qu'à donner des valeurs aux différents éléments et vous allez avoir le résultat de la croissance. Donc il y a bien une démarche scientifique de Solo. Et alors du coup, on pourrait dire que Solo, il a écrit scientifiquement le modèle de Mm, la croissance qui a été traduit hein, depuis, disons, la fin du XXe siècle, depuis vers la fin du XXe siècle, a été traduit en termes politiques par toutes les... Voilà, bon. absolument, Alors, absolument. Solo et d'autres, mais surtout Solo. Après, on a des gens comme Friedrich Hayek, bon, Oui, qui disons, le père du libéralisme, non pas du néolibéralisme, mais du libéralisme pur et dur, qui, alors Hayek n'avait pas de prétention scientifique. Hein. Il développait des raisonnements économiques en disant oui, si on augmente ça, ça fait descendre ça. Si on incite les gens à faire ça, bon, voilà. Donc c'était une approche économique qui était très proche de la sociologie et de la politique, une espèce de mix économique qui a été le soubassement du capitalisme. Alors même l'école autrichienne comme Ludwig von Mises, euh, bon, qui est le représentant émérite, ne se sont jamais prétendus scientifiques. Ils sont économiques, raisonnement économique, mais pas scientifique. Donc il y a bien une frontière. Je pense que la frontière, elle ne peut être franchie que abusivement. C'est-à-dire que quelqu'un comme Solo, dont parle beaucoup Reagan d'ailleurs, on va retrouver presque toutes les 10 pages, on va retrouver chez Reagan des références à Solo pour les critiquer. Hein, alors que Solo, bien entendu, ne parle jamais de Reagan et ils sont complètement contemporains. Hein. Bon, et Solo a eu le prix Nobel et Reagan n'a pas eu l'ombre du début de l'amorce du prix Nobel. Voilà, donc c'est assez intéressant Alors, nous en étions venus à parler ça à propos du projet de gouvernement de la précroissance qui répond, enfin qui est euh, une tentative de répondre à euh, le souci de donner une traduction politique à nos travaux, non pas scientifiques, mais d'approche scientifique. Voilà, on fait un apprentissage scientifique. On ne déverse pas de la science, on lit la science et on en tire des conclusions. Et comment est-ce que nos conclusions peuvent se traduire en termes politiques?
Voilà. C'est-à-dire que ça serait une traduction concrète Oui, de ça. ce serait une Que j'ai traduction. lu avec grand intérêt. Traduire sous forme de gouvernement, ça veut dire, ben voilà, s'il fallait traduire ça en pratique, comment on s'y prend? Oui. Un, pour le faire admettre, et deux, pour le faire advenir. Voilà. Oui. Alors, il y a C'est pas une critique, hein, non, non, c'est pas non, 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 ça pose le. En fait, ça pose le cahier des charges de ce groupe, hein, de ce gouvernement, afin que ça parte pas dans tous les sens. Voilà. Il s'agit de savoir si on crée ce gouvernement de la précroissance, quel est le cahier des charges, qu'est-ce qu'on on est là pour y faire quoi. Hein. Bon. On part effectivement du programme pour une société de la précroissance et dans mon esprit c'est la continuation de tous les débats que nous avons eus dans le cadre de l'élaboration et de la finalisation de ce programme, puisque un certain nombre enfin, chaque fois que l'un de nous voulait approfondir un point parce que ça lui pose des problèmes, ou tout simplement qu'il pensait qu'il était nécessaire qu'on le passe au banc d'essai de la contradiction, afin que sa pertinence en soit renforcée ou qu'il soit amendé. Bon. Voilà, on s'est toujours mis dans un cadre théorique. Donc c'était le cadre de mise à jour, restant théorique. Non. Ce qui serait intéressant maintenant, c'est de faire évoluer un petit peu la démarche et de se mettre en situation réelle de simulation, un petit peu à la manière des shadow cabinets, des cabinets fantômes à l'anglaise, c'est-à-dire un gouvernement qui va prendre des mesures indépendamment de ce que fait le gouvernement actuel. Voilà. Alors, la difficulté, je dirais, de cet exercice, en tout cas sa différence avec celle du shadow cabinet, c'est que le shadow cabinet, il se calque vraiment sur l'actualité du moment. Dire, voilà, le Premier ministre a pris telle décision, nous, si on était au gouvernement, on prendrait telle autre décision. Or, nous ne nous situons pas, nous, dans le cadre d'une alternative à l'oligocratie, c'est-à-dire d'une alternative partidaire. Nous sommes le parti qui n'est pas au pouvoir, on est la France insoumise. Voilà ce que, c'est comme si la France insoumise faisait un gouvernement fantôme. Non, nous on se situe en dehors du système, hein, puisque le programme, lui, dit que l'organisation politique doit être différente. On se situe donc de toute façon en dehors, enfin on se situe dans le cadre d'un schéma d'organisation politique différent, et également dans le cadre d'une société d'une société future, mais future proche. Ce programme n'est applicable que dans le cadre d'une société qui est devenue contrainte. Bon. C'est-à-dire que si la société n'est pas contrainte, si nous sommes encore en opulence, en abondance, on ne peut pas faire de shallow cabinet sur ce programme. Ça reste un programme pour les temps futurs. Bon. Alors, oui. Alors, je vous laisse terminer, j'introduirai quelque chose. Oui. Voilà. Or, le postulat qu'on va poser, hein, on en pose deux postulats, c'est-à-dire que les décisions que nous allons prendre, les propositions se font dans le cadre du système politique qui est décrit dans le programme, et pas dans le cadre du système politique actuel au niveau des institutions. Et le deuxième postulat, le deuxième prérequis, c'est nous sommes dans une société contrainte et tout le monde est bien conscient. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de débat là-dessus. Il n'y a pas de débat sur non, c'est pas vrai, tout va bien, on a encore plein de matière, on a plein d'énergie, il n'y a aucun problème. Voilà. Non, on est dans une société où on est bien d'accord, tout le monde a bien compris maintenant que on va aller progressivement diminuant et que nous sommes en société contrainte. Et la dernière chose, alors c'est une variante, je dirais un accessoire de ce deuxième postulat, c'est qu'en fait, on est déjà dans une société contrainte. Parce qu'on pourrait nous dire, mais oui, mais là, bon, vous êtes encore dans la science-fiction. Et là, on dit non. Justement, du coup, ça valide
le fait que ce soit vraiment un shadow cabinet, parce qu'on est dans une société contrainte. Donc voilà, voilà exposé. Tout à fait, tout à fait.